Cause de chaos et désolation, la guerre contient tous les crimes. Le 24 février 2022, la Russie attaque l'Ukraine, le pays bascule. Un groupe de prisonniers se fait emmener par des soldats russes. On les retrouve abattus au pied d'un mur, certains avec les mains liées dans le dos. Une voiture croise le chemin d'un char d'assaut russe. Elle est pulvérisée. À bord, un couple de personnes âgées. Un homme fuit les combats, se rend et se fait abattre sous les yeux de sa famille restée dans son véhicule. Deux civils sont fouillés par des soldats russes. Relâchés, ils s'éloignent et sont abattus dans le dos. À Mariupol, la maternité est la cible d'un bombardement. Qu'y a-t-il de commun entre ces scènes macabres? Depuis la découverte des cadavres jonchant les rues de la ville de Boutcha, un terme revient sans cesse. Crime de guerre. Mais aussi choquantes qu'elles soient, les nombreuses images du conflit ne suffisent pas toujours à qualifier un crime. Pour décrypter les événements, il faut aller sur le terrain. Nous avons suivi les enquêteurs qui traquent la vérité. Alors que la guerre gronde à l'est et dans le sud de l'Ukraine, le centre autour de Kiev panse ses plaies. Après un mois d'occupation extrêmement dure, le village d'Andrivka, à 60 km de la capitale, tente de se reconstruire. Andrivka a beaucoup souffert. Servant de base pour l'armée russe menant l'assaut contre Kiev, le village a été pilonné par les forces ukrainiennes qui cherchaient à déloger l'occupant. Depuis le départ des Russes, le maire Anatoly Kiboukevitch ne sait plus où donner de la tête. Et alors, je peux pas boire un petit café? On travaille du matin au soir. Tu veux de la soupe? Non, merci. On fait tout en même temps. On boit le café en travaillant. Ils sont venus nous libérer, mais de qui? Tout va bien ici. C'est chez eux que ça va pas. Dans leur tête que ça va pas. Et c'est leur problème. Nous, on vivait normalement, de manière paisible, dans de belles maisons, dans de beaux villages, et ils sont arrivés. C'est libérateur. Faut que j'aille travailler là-bas avec ces gars? Oui, oui. Beaucoup d'Ukrainiens étaient venus de Kiev pour se réfugier ici, pensant l'endroit sûr. 1700 habitants étaient présents au début de la guerre. Il en reste environ 700 en état de choc. 47 auraient été tués. Les gens venaient rejoindre leurs proches ici pour se cacher, et ils se sont retrouvés au milieu de l'enfer. Mes cousins ont été exécutés, les trois le même jour. Vitalik, Vadim Aniuk et Remchuk Ruslan, tous les mains derrière le dos. Un était dans la grange, un dans la cave. Pour tous la même chose, main attachée et un tir derrière la tête. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y avait quelque chose dans leur téléphone portable, qu'ils avaient photographié leur blindé, j'en sais rien. Des questions, il en demeure beaucoup ici qui intéressent la justice ukrainienne. C'est depuis cet ancien kolkhoz que l'artillerie russe pilonnait les environs. Un peu caché au centre du village, le lieu était fermé depuis l'été dernier. Au moment de l'invasion, les colonnes russes s'y sont dirigées sans hésiter,
entraînant le soupçon d'une opération préparée bien à l'avance avec des complicités locales. Ils ont creusé des tranchées. Tout ça, ce sont des tranchées. Ça, c'est leur missile Grad. Il y en avait beaucoup ici. De l'entrée et de l'occupation des troupes de Moscou, il existe très peu d'images, les téléphones étant systématiquement confisqués. Certains habitants ont risqué leur vie pour capter ces rares instants. Dès que les Russes sont arrivés, ils ont fait le nettoyage. Ils cherchaient les armes, les militaires. J'ai survécu à 3 fouilles. Ils fouillaient chaque maison. La première question, c'était « Où est ton téléphone ?» Parce que ça peut être compromettant. Ils regardent ton Facebook et ils savent ce que tu penses. Короче, вот этот метр стоит. Сейчас я его приближу. Шо, куда и как, я хуй его знает. Les gens filmaient beaucoup. Et c'était la première chose que les orques cherchaient. Si tu marches avec un téléphone, tu es torturé, puis exécuté. Anatoly est resté au village durant toute l'occupation. Les Russes, il les a vus de près. Ils avaient creusé leur position au fond de son jardin. Je pense que j'ai un ange gardien. Mes voisins ont été arrêtés et interrogés 5 minutes avant moi. Après, c'était mon tour. J'ai dit aux voisines, si je ne reviens pas, prenez soin de ma mère. J'allais mourir. Ils tiraient à mes pieds, ils me faisaient peur, ils tiraient à côté de mes oreilles, ils me disaient, on va te couper les oreilles et la tête. C'était dur. Іди, кись, іди сюди. Моя маленька, зараз тебе погодую. Хороша кіцька. Так, це мій автомобіль. Ça, c'est ma voiture. Вона була без ручника. Il n'y avait pas de frein à main. Donc quand ils ont voulu l'écraser, ils l'ont poussé jusqu'au tas de sable et ont roulé dessus. J'ai plus de bagnole, mais j'ai ma vie. Vitali est entrepreneur. Avec le maire et d'autres villageois, il a participé à la défense d'Andrivka en renseignant l'armée ukrainienne sur les positions russes et en organisant la fuite de certains habitants. Ils ont tellement tiré, il y avait des montagnes de douilles. Les Russes tiraient sur les gens dans les rues. Ils leur tiraient dessus quand ils regardaient la colonne passer. Ils tiraient même depuis les tanks pour les empêcher de regarder. Les premières semaines, personne n'a emporté les morts. Ils étaient dans la rue. Derrière ma clôture, il y avait une femme et 2 hommes tués. Nous ne savons toujours pas qui étaient ces personnes. Parce que quand il a commencé à faire plus chaud, ils les ont emportés en camion dans une direction inconnue. Et on ne sait pas où ils les ont enterrés. Qui étaient ces soldats? À qui obéissaient-ils? Un téléphone perdu a été récupéré par un villageois. Les photos qu'il contient montrent de très jeunes hommes posant dans les maisons conquises. Ces images sont aujourd'hui entre les mains de la justice ukrainienne. Après, c'était des Bouriates et des Tchétchènes.
Ils sont venus ici dans notre village et personne ne les contrôlait. Un des officiers a dit à un de mes amis voisins que même les officiers avaient peur de leurs soldats. Donc les soldats étaient complètement incontrôlables. Les soldats avaient-ils des ordres ou agissaient-ils librement? Ces questions devront être éclaircies. Avant la guerre, la datcha de Vitali était un havre de paix. Occupée par des officiers russes, elle tient encore debout, mais les dégâts sont importants. Tout a été dévasté. Des cochons, pendant un an, n'auraient pas fait autant de saleté que ces Russes en 2 semaines. C'est des sauvages. Des sauvages. Ils tuaient des gens sans arrêt. Ils pillaient, ils violaient. Tout le monde est témoin de ça dans le village. Pourtant, la guerre aussi a des règles. Elles sont énoncées par les conventions de Genève. En tout temps, les civils doivent être protégés et ne jamais être ciblés. Alors, ici, le besoin de justice est grand. Le ministère public ukrainien est déjà venu enquêter. Ils enquêtent afin de connaître quelle unité stationnait ici, qui la commandait. Qu'est-ce qui s'est passé avec les biens qu'ils ont pillés et emmenés en Biélorussie? Toutes ces informations sont collectées pour servir de preuve devant le tribunal de La Haye. La Haye, c'est la CPI, la Cour pénale internationale, l'instance la plus compétente pour juger les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le crime de génocide. Le crime de guerre est une notion juridique complexe contenue dans plusieurs textes et traités. Contrairement aux crimes contre l'humanité et au génocide, qui sont des crimes de masse pouvant se produire en tout temps, le crime de guerre n'est reconnu que pendant les conflits et recoupe une série importante de violations contre les civils et les combattants ennemis. Depuis l'entrée des troupes russes en Ukraine, des milliers d'exactions commises contre les civils ont été répertoriées. La ville de Borodianka, 13 000 habitants, a aussi beaucoup souffert du passage des troupes russes. Police et administration de Borodianka ont trouvé refuge dans l'école primaire. Au tableau noir, l'identification d'un homme retrouvé dans une fosse commune. Voilà le patron. Il a survécu au bombardement et maintenant il est avec nous. La police est très impliquée dans les enquêtes sur les crimes de guerre. Elle relève les indices et preuves permettant d'alimenter les procédures lancées par le ministère public ukrainien. Dès le début des hostilités, la police a aussi vite compris qu'elle ne ferait pas le poids face à l'armée russe. Policière municipale plus habituée au temps de paix, Oksana Zverova n'imaginait pas vivre un tel basculement. Nous avons compris que les policiers deviendraient leur première cible et qu'il fallait changer de local. Seule ma tasse a survécu. Il y avait une table ici. Là, c'est la place de ma collègue. Notre bureau était au bout du corridor. C'était très cosy, très confortable. C'était bien de travailler ici. Pas besoin de chercher longtemps les explications de ce qui s'est produit ici. Les auteurs du saccage ont fièrement diffusé une preuve de leur passage. Cette vidéo a été publiée par les troupes tchétchènes fidèles à la Russie, les Kadyrov, comme on les appelle ici. Ils enlèvent notre drapeau et hissent le leur.
C'était très difficile pour nous tous qui travaillons ici. Je l'ai regardé plusieurs fois et je n'y croyais pas. Pour notre district, avoir un crime était exceptionnel. Et aujourd'hui, on documente chaque jour des crimes massifs, des meurtres. Pour la police, c'est très dur de faire ce travail, même moralement. Bonjour, c'est la police de Borodianka. On est en route. Vous êtes au cimetière ? Est-ce que les 2 corps ont déjà été exhumés ? Oksana est attendue dans un cimetière où elle doit exhumer les corps de 2 femmes, 2 amies parties chercher à manger pendant l'occupation et qui ne sont jamais rentrées chez elles. À qui j'ai parlé au téléphone ? À vous ? Alors on commence par votre femme. Elles sont parties le 1er mars. Elle et sa copine, dont il ne reste que les morceaux trouvés par son fils. Ouvrez s'il vous plaît parce que j'ai besoin de prendre des photos. Enlève les habits. Oui, dégagez tout. C'est dur à voir. Il ne reste que la moitié. Les bêtes ont mangé son corps. Il n'y avait presque plus d'habits. Ils ont été déchirés par les chiens. Alors s'il vous plaît, donnez-moi le nom, prénom et patronyme de votre femme. Vous avez son passeport ? Mes enfants ont 13 ans. Ils ont accepté la situation. Je leur avais dit au bout de 2 jours, c'est la guerre, n'espérez pas que votre maman revienne. C'est comme ça que ça s'est passé. Peut-être que je suis clairvoyant. On ne pouvait pas espérer autre chose. J'ai pas montré leur mère à mes fils, car il n'y avait rien à montrer. On l'a mise dans un sachet en plastique en attendant que le cercueil soit prêt pour l'enterrer dignement. Voilà. Que puis-je vous dire encore ? Et où se trouve l'autre corps ? Là-bas, c'est ma mère. Elle a été déchiquetée par un obus. C'est loin d'ici? C'est par là. C'est tout ce qui reste. Je n'ai rien trouvé de plus. Ici, c'est les restes, un os, et ici, ses tresses. Le grand os peut appartenir à l'autre femme. Sinon, les tresses sont bien les siennes. Vous comprenez, elle a été déchiquetée, et elle est restée 1 mois comme ça. C'est une frappe directe d'un obus russe. Ils l'ont vu de nuit avec leur thermoviseur. Ils ont vu que c'était 2 femmes. Ils l'ont fait exprès. Parce qu'ils ont d'abord essayé à la mitrailleuse, sans réussir, à cause de la distance. Et elle courait. Donc ils ont tiré un obus. L'autre femme est morte à cause des éclats d'obus. Et ma mère a été frappée directement. Elle a littéralement explosé. Comment dire?
Il faut continuer à vivre. J'ai 2 enfants et une femme. Que faire d'autre? Alors, dans quel état pourrais-je être quand je ne peux même pas enterrer ma mère correctement? Ces exhumations sont une nécessité pour les familles endeuillées qui obtiendront un certificat de décès leur permettant de clarifier leur situation. Mais Dmitro, le fils de la victime, n'a pas été témoin direct de l'événement. La justice devra établir les faits et autopsier les corps. On inspecte les lieux, puis on envoie les corps à la morgue. Le légiste confirme qu'il s'agit d'une mort violente et tout devient plus concret. On entre les informations dans le registre unifié des crimes. Le ministère public envoie le rapport au SBU, la Sécurité nationale, qui enquête sur ces crimes considérés comme des crimes de guerre. Nous faisons tout ce travail pour amener les criminels et les occupants devant la justice, pour qu'ils soient condamnés. Souvent présentée comme une ville martyre, Boutcha est devenue un emblème s'agissant des crimes de guerre. L'Ukraine a lancé de multiples procédures contre la Russie. Elle porte sur les accusations de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et vise le simple soldat, sa hiérarchie, jusqu'à Vladimir Poutine, voire l'État russe lui-même. La Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, la Cour européenne des droits de l'homme, un groupe de pays européens mènent conjointement des investigations. Mais le plus actif sur le front judiciaire est le ministère public ukrainien, avec l'ouverture de plus de 16 000 enquêtes pour crimes de guerre. Loin de là, un mouvement global issu de la société civile, expert dans l'investigation en source ouverte, cherche aussi à faire émerger la vérité. Au siège londonien d'Amnesty International, un laboratoire de preuves scrute minutieusement tous les éléments pouvant relever du crime de guerre en Ukraine. Cette équipe a prouvé l'utilisation de bombes à sous-munitions interdites sur la ville de Kharkiv au début du conflit. La première chose que nous avons faite était de parcourir les réseaux sociaux, montrant la vidéo de ce bombardement d'un rayon assez large, environ 450 mètres. Et on a essayé de la géolocaliser afin de voir si on arrivait à préciser quels endroits ont été frappés, afin de vérifier l'événement. Vous pouvez voir de grandes portions de verdure au milieu. On recherche les zones de verdure séparant la tour de télévision et le lieu où les personnes ont été tuées. Et on a pu vérifier une autre vidéo choquante montrant 3 civils morts. Des gens qui avaient quitté un abri pour chercher de l'eau. On peut voir ici des bonbonnes d'eau. L'équipe a ensuite réalisé une reconstitution 3D permettant de comprendre le déroulement du tragique événement. Elle révèle les lieux précis d'impact des bombes, le type de sous-munitions employées et leurs conséquences. 4 morts, dont un enfant, et au moins 16 blessés. Cette investigation est à disposition de la justice. Les bombes à sous-munitions sont par nature indiscriminées, en particulier dans les zones résidentielles. Elles ne font aucune distinction entre une cible militaire ou civile. Alors oui, c'est un crime de guerre. Et on est sûr des pièces que nous produisons. La photo de la munition trouvée sur les réseaux et les témoignages du terrain. Le laboratoire d'Amnesty s'est emparé d'un autre dossier majeur, le bombardement aérien d'immeubles d'habitation à Borodianka, au nord-est de Kiev. Quel type d'obus ont-ils été largués?
L'équipe fait le point avec Brian, expert en armes pour l'ONG aux États-Unis. Dans ce cas particulier, nous n'avons pas les fragments des bombes et ils ont beaucoup déblayé le site. On n'a donc pas le cratère d'origine, mais tout confirme une frappe aérienne bien ciblée. Pour mieux comprendre la séquence de l'attaque, l'équipe décide de remonter le temps avant les bombardements. Elle constate que dès l'entrée des troupes russes, les agressions contre les civils commencent. C'est les troupes russes qui tirent sur les civils en train de filmer. Le V distinctif des véhicules russes, comme le Z que tout le monde connaît. C'est le 27 février, juste avant l'attaque de Borodianka par des troupes russes. Ok, on va vérifier ça. Évidemment, plus on arrive à remonter le temps, mieux on comprend ce qui s'est réellement passé. Ça, c'est le rond-point. On a situé l'immeuble 429 ici. On a les coordonnées transmises par Donatella sur le terrain. Et là, je vais utiliser Street View pour comparer les images. Là, on sait que c'est l'immeuble 429, comme vous pouvez voir. Donc, on est au bon endroit. Et on tourne autour pour voir si on peut recouper les informations. Là, on voit que les lettres ont changé parce que c'était 6 ans plus tôt. Je pourrais reconstituer le déroulé des événements en images. Ça pourrait aider. Bien documenter tous les éléments relevant du crime de guerre est une nécessité pour saisir la justice. Il y a eu 2 frappes le 1er mars. Et ça, c'est le 2, juste après l'attaque. Nous investiguons ce cas comme un crime de guerre parce qu'il est évident que des civils vivaient là. On savait que des civils habitaient là et nous n'y avons trouvé aucun objectif militaire. Ce n'est jamais noir ou blanc. Il est évident que les Russes ont détruit ces immeubles, mais on essaie de savoir ce que faisaient les Ukrainiens à ce moment-là. Étaient-ils dans cette zone résidentielle, donnant aux Russes une bonne excuse pour bombarder? Agissaient-ils d'une manière qui mettait les civils en danger? On essaie de comprendre le déroulement de l'événement afin de reconstituer ce qui s'est réellement passé, toujours guidé par les faits. Mais il est bien difficile de comprendre ce qui s'est passé sans enquêter sur place. Amnesty International a donc envoyé en Ukraine un de ses plus fins limiers. Le monde étant toujours en guerre quelque part, Donatella Rovera investigue depuis 20 ans les champs de bataille et les villes détruites pour le compte de l'organisation. C'est cette entrée, je crois. Je ne m'en souviens pas vraiment. Oui, je crois que c'est là. Sa mission, reconnaître les lieux et recueillir témoignages et éléments relevant des crimes de guerre. Je double chaque photo pour avoir le GPS. Ça, c'est le bâtiment 359 où le plus grand nombre de victimes sont décédées. Savoir si l'on a affaire ou non à un crime de guerre demande beaucoup de recherche. Sur les 8 immeubles bombardés, certains se sont en partie effondrés. Au moins 40 personnes ont péri. Alors, Sacha? J'aimerais parler avec ce monsieur. Dobre. This is apartment. This is. C'est l'appartement. C'est le 8. This is 8. C'est le 8. Combien était-il à vivre ici? Quatre personnes. Moi, ma femme et mes 2 fils. C'est la chambre de mon fils aîné, puis le cadet, et au bout, notre chambre à coucher.
Et ici, c'était leur chambre. En fait, le feu a seulement détruit un endroit. Beaucoup d'habits ont fondu. La température était tellement élevée. Qu'est-ce qu'on peut ressentir? Moi, je ne ressens plus rien. À 45 ans, je suis devenu un SDF. C'est difficile d'en parler, je ne sais pas. Je me sens mal, comme toute ma famille. On n'a plus de maison et nulle part où aller. Comme cet homme et sa famille, beaucoup d'habitants ont cherché protection hors de la ville. Cette vidéo montre qu'il ne faisait pas bon rester à portée des tanks à Borodianka. Ceux qui avaient fait le choix de rester n'ont pas tous survécu. Sur le même palier, dans l'appartement numéro 7, habitait la famille de Dr Zmiszczuk. Cette famille sont allés dans le sous-sol en espérant que c'était l'endroit le plus sûr. Malheureusement, c'est là où le bâtiment a été ciblé. Ça montre un peu le sort des civils. Ils faisaient face à une situation complètement nouvelle, ils ne savaient absolument pas ce qu'ils pouvaient faire pour se protéger et ils ont été tués dans le sous-sol. Ça c'est Vitali et Tatiana Zmiszczuk et ça c'est leur petite fille Eva qui avait 4 ans. Également mort dans ce bâtiment, c'est Yuri Kalenetki et Mikola Jevnitski qui habitait à l'appartement exactement en haut, donc juste en haut de cet appartement. Lui également était dans le sous-sol. Une des victimes avait dit à sa famille qu'il y avait des tireurs qui étaient sur le toit et derrière le bâtiment, qui tiraient sur les chars et il a dit « on va tous mourir ». Toutes ces informations sont extrêmement importantes pour déterminer quel type de violations du droit international humanitaire ont été commises. Dans ce cas, nous ne sommes pas en mesure de dire que c'était une attaque délibérée contre les civils, mais nous pouvons dire que c'était des frappes disproportionnées et indiscriminées. La proportionnalité est un principe fondamental du droit international humanitaire. Ne pas la respecter relève du crime de guerre. Il faut également clairement distinguer les civils des militaires et prendre toutes les précautions pour les épargner. Selon toute évidence, ici, ça n'a pas été le cas. L'enquêtrice documente toutes les destructions et envoie à Londres des photos 360 degrés qui permettent de s'immerger dans le chaos ukrainien. Une restitution interactive des événements qui permet de mieux comprendre ce qui s'est passé. Dans peut-être pas très longtemps, les bâtiments vont être détruits. Et donc il ne restera plus que les images, ce qu'on a pu prendre après les attaques. Et ça c'est important pour, non seulement pour la mémoire, mais le jour viendra quand il y aura une possibilité d'avoir des procès, etc. Et donc toute cette information peut être importante. Depuis le début du conflit, la justice ukrainienne enquête sur un autre crime de guerre, le viol. 124 cas de violences sexuelles, la moitié sur des enfants, ont été confirmés par l'ONU après 4 mois de guerre. Selon les psychologues, la réalité pourrait être beaucoup plus importante. Évoquer le viol est généralement tabou. En parler ouvertement est encore plus délicat lorsqu'on vit dans de petites communautés. Certaines femmes courageuses ont fait ce pas. Ce témoignage rare est celui d'Ekaterina, 38 ans. Elle était restée à Boutcha avec sa mère trop âgée pour fuir la ville et sa fille de 15 ans. Ekaterina explique que lorsque les soldats sont entrés dans leur maison, ils l'ont forcée à céder en menaçant de s'en prendre à sa fille. On ne pouvait pas les contrarier. Ils armaient leurs fusils et quand ils n'étaient pas contents, ils tiraient par terre. Ça nous assourdissait. On n'avait pas le choix.
Ils partaient, puis quelques heures plus tard, ils revenaient, 3 ou 5 ou 6. Ils aimaient beaucoup venir la nuit. Nous ne les entendions même pas marcher. Nos chiens n'aboyaient pas, car ils avaient compris, probablement senti, qu'on leur tirerait dessus. Le silence était total, total. Il n'y avait rien nulle part. Tout était calme. Et puis, eux, il y en a eu une trentaine, chaque jour, chaque jour. Ils se fichaient bien que j'ai mes règles. Ils venaient vers moi l'un après l'autre, l'un après l'autre. C'était effrayant, c'était dégoûtant. Un aimait le faire comme ça, l'autre le mettait comme ça. J'ai eu des abrasions. Et les derniers jours avant leur départ, ils sont devenus si violents. Trop. Je devais m'accrocher aussi fort que je le pouvais, ou mourir. On pourrait dire que seules les oreilles et les yeux n'ont pas été touchés. Sinon, partout. Et comme ils le voulaient. Sans fin. Ils ne se souvenaient probablement même pas être venus le matin, puis ils revenaient le soir avec d'autres gars. Ils amenaient les autres pour leur montrer où ils pouvaient, en quelque sorte, calmer leurs désirs. Des psychopathes, oui, des psychopathes, surtout les plus jeunes. Ils aimaient ça. À la rue Yablanka, il y avait probablement beaucoup de femmes, parce qu'elles disaient que quand une refusait de le faire, leurs enfants étaient abattus, tués, violés. C'est ce qu'elles racontaient. C'est pour ça que j'avais peur qu'un malheur comme ça puisse se produire. Nous avons subi tellement de stress du 4 mars au 1er avril. Ils sont partis le 1er avril dans la nuit. Dieu merci, c'est fini. Ekaterina est une des rares femmes à avoir osé déposer plainte auprès du ministère public. Le long de l'axe, quittant Kiev, capitale épargnée par les destructions, les stigmates de la guerre sont partout. Donatella repart sur le terrain. Sa destination, Boutcha. Le lieu est particulièrement important pour les investigations menées par l'enquêtrice qui cherche à faire la lumière sur certaines exécutions de civils par les troupes russes. Là, ce que nous avons pu recouper, c'était les douilles ainsi que les balles utilisées que j'ai trouvées dans un endroit qui était un lieu où il y a eu une exécution sommaire. Les mêmes douilles, je les ai retrouvées dans 2 autres endroits où il y a eu des exécutions sommaires, pas les balles mais les douilles. Les douilles sont importantes parce qu'elles ont le head stamp 539-10. Ok? C'est des balles qui ont été faites en 2010, qui ont été produites en 2010. Là, on voit l'égratignure sur le mur qui a été provoquée. C'est des armor piercing rounds et qui sont utilisés par la 76 Garn Airborne Division. Ça confirme la présence de ces forces à Boutcha et dans ces lieux-là. Donatella a pu confirmer que ces balles blindées perforantes ont été fabriquées au sud de Moscou et sont uniquement utilisées par certaines forces spéciales russes. Elles ont été retrouvées sur les lieux où des civils ont été exécutés. Mais c'est pour autre chose que l'enquêtrice vient à Boutcha. Elle a rendez-vous avec un civil qui a trouvé des documents militaires permettant d'identifier des soldats russes. L'homme préfère rester anonyme, la détention de tels documents pouvant représenter un danger pour sa sécurité. Ça, c'est les documents qui ont été trouvés dans le blindé. Ça vient d'un chef d'unité militaire russe. Juste une liste des blessés et des morts. C'est celui qui vient du véhicule détruit.
Si tu veux, tu peux le garder. Non, 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 je n'emporte rien. Ces choses doivent rester en Ukraine. Et il ne devrait laisser personne prendre ces objets. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé avec votre frère? Dima et d'autres étaient debout là-bas. Ils voyaient les soldats russes arriver et ils se sont cachés. Lui, il était assis sur la deuxième marche et il fumait. 2 soldats sont venus de là-bas, ils l'ont vu et ils ont tiré 2-3 fois, puis ils l'ont achevé. Ils ont vérifié son pouls et sont partis. À mesure qu'ils avançaient, ils tiraient au hasard sur les voitures et les gens. Le plus important, c'est de récolter l'information et de la préserver du fait que, quelle que soit l'instance qui sera portée à juger ces crimes, sera en mesure de le faire, aura les preuves qu'il faut. Au fil du conflit, la longue liste des crimes de guerre à vérifier paraît sans fin. À Paris, une association s'est spécialisée dans ce type de recherche. Elle s'appelle Open Facto. Des passionnés de l'OSINT, de l'Open Source Intelligence, venant de la presse, du monde du renseignement, de la sécurité. Beaucoup s'activent dans l'anonymat. Pas mal ça. Pas mal. Open Facto enquête sur tous les crimes de guerre, ceux commis par les Russes et ceux commis par les Ukrainiens. Le bombardement de la gare de Kramatorsk le 8 avril, 57 morts et 109 blessés, attribué aux forces russes, ce que la Russie dément. Une attaque présentée comme une agression des forces russes contre des civils en fuite, publiée le 3 mars, mais dont les circonstances restent à éclaircir. Et dès le retrait des troupes russes de Boutcha, une autre vidéo qui apparaît le 4 avril sur la messagerie Telegram. Elle montre des soldats gisant sur une route ensanglantée. Un des 4 hommes respire encore, il est achevé froidement. Que s'est-il passé? Qui sont ces soldats? S'agit-il d'un crime de guerre? L'équipe lance les recherches. Il y a quand même plusieurs éléments assez troublants. D'abord, on voit très clairement un corps effectivement qui agonise. On peut supposer que ces événements viennent de se produire. Et le deuxième, c'est qu'on peut observer qu'un des corps pourrait avoir les mains attachées. Ça pose effectivement pas mal de questions. Mais encore une fois, c'est ça qui est important, c'est de pouvoir obtenir des vidéos de différents angles pour pouvoir essayer de qualifier au mieux cette scène. Très vite, il débusque une autre vidéo du même événement. Ouais, c'est le même lieu, ouais, mais c'est avant, c'est 5 jours avant. Ça, c'est 5 jours avant? C'est le 30 mars. Ouais. La vidéo précédente était datée du 4 et 5. Là, on revient en arrière, donc on se rapproche un peu plus de la véritable journée de travail. Ouais. Ouais, c'est bien le même lieu. Ouais, sur la première vidéo, par exemple, la sacoche, tu la vois? Parce que je doute que cette sacoche reste... S'il y a un décalage 4 jours ou 5 jours, cette sacoche, elle restera pas comme ça. Tu vois. En tout cas, pas dans cette position. Il y a un truc, là. Ouais, elle y est. Ouais, bah, ça doit être le même. Donc je pense que c'est une bonne chance que la vidéo, en fait, ça soit... Les 2 vidéos sont tournées sous 2 angles différents, mais au même moment. Autre élément découvert, le lieu de l'action. Pour vérifier que la localisation de la vidéo était au bon endroit, on essaie de trouver des choses qui apparaissent sur, par exemple, Google Earth et aussi dans la vidéo. Donc là, par exemple, il y a cet arbre qu'on voit ici. Et en comparant avec l'arbre ici, on peut voir qu'ils ont la même ramification. Et donc, ça permet d'être plus sûr que c'est effectivement à cet endroit-là que ça a été pris parce qu'on arrive à trouver le même arbre. Du coup, c'est dans la banlieue de Kiev. C'est au nord d'une ville, Dmitrivka. Voilà.
Les auteurs de l'attaque sont aussi identifiés. Il y a des troupes ukrainiennes normales et on est en train d'identifier en fait deux autres. Ce serait éventuellement des personnes de la Légion géorgienne. Est-ce qu'on est sûr, par exemple, que les personnes qu'on voit à l'écran sont les personnes qui ont exécuté les personnes ou les combattants au sol? Alors, il faudrait un élément matériel, mais là, pour le moment, la vidéo ne suffit pas. Ouais, la vidéo ne suffit pas. Ouais. Okay. Les sources ne suffisant pas à identifier le tireur, l'équipe a mis en évidence une déclaration publique du commandant de la Légion géorgienne, une milice qui combat pour l'Ukraine. Avec les soldats russes, je parle au nom de la Légion géorgienne, avec les soldats russes, nous ne ferons pas de prisonniers. Tout comme les Kadyrov, pas une seule personne ne sera capturée. Le nombre des crimes de guerre attribués aux Ukrainiens est très faible à côté de ceux imputés aux Russes. Mais exécuter des prisonniers en est un. La justice ukrainienne s'est engagée à enquêter sur les violations commises par les deux camps. Aujourd'hui, l'information est disponible quasiment à tout le monde, en tout lieu du globe. Mais il ne s'agit pas encore une fois d'avoir uniquement accès à l'information, il faut être capable de la documenter, de l'archiver, de la mettre en perspective et de respecter certains standards si on veut que, in fine, tout ce qu'on découvre ait un impact. Les pièges, ils sont de plusieurs ordres. Le premier piège, c'est de tomber dans le panneau de la désinformation. Il ne faut pas oublier qu'on est sur des zones de conflit, sur des zones de guerre et que l'information peut être manipulée. Ce n'est pas parce que vous voyez quelque chose qui vous semble être intuitivement un crime de guerre que c'en est un. Il faut pouvoir poser les questions et se donner le temps de la réponse. Aucun conflit n'a jamais été autant documenté que celui-ci. Et aujourd'hui, certaines images digitales peuvent être admises comme preuve par les tribunaux. Mais qualifier un crime de guerre prend du temps, le juger encore plus. Comment remonter aux responsables? La Russie ne reconnaît pas la Cour pénale internationale et le chemin menant à Vladimir Poutine paraît bloqué. Pourtant, la justice est déjà en mouvement. Le 23 mai, un tankiste russe de 21 ans est condamné à la perpétuité pour avoir abattu un civil sur son vélo. Mais pour le chef du Kremlin et les hauts responsables russes, ce sera une autre affaire. Certains juristes souhaitent créer un tribunal d'exception à la façon de Nuremberg pour le juger. Les crimes de guerre ne sont pas prescriptibles, la justice a le temps. En attendant, Oksana continue à déterrer les morts à Borodianka. On a fini. Acceptez nos condoléances. Pour moi, c'est très difficile parce que c'est ma terre. J'ai grandi ici et je connais beaucoup de monde. Mes amis, mes proches. Il y a eu beaucoup de pertes dans les familles de mes proches. C'est très dur. J'aimerais exprimer mon soutien d'une façon ou d'une autre, mais les mots ne suffisent pas. Je crois beaucoup en l'Ukraine. Je crois beaucoup en notre président et en notre armée. Ça me donne du courage, me soutient moralement. On n'a pas le droit, tout simplement pas le droit de tomber en dépression. Autour des immeubles détruits, la vie reprend gentiment son cours. Malgré la guerre qui fait encore rage à l'est du pays, on préfère penser à l'avenir.
Bien sûr qu'on va tout reconstruire. On est des gens comme ça. On est des Ukrainiens. On est des travailleurs. On est content d'être vivants et en bonne santé. On recommence à travailler. Il y a beaucoup à faire. La guerre, c'est la guerre. Mais il faut s'occuper du potager. Avoir des patates pour l'hiver, des betteraves, tout pour le borscht ukrainien. C'est un grand malheur pour ceux qui ont perdu leur famille, qui ont perdu leurs enfants, mais pour ceux qui sont restés, il faut avancer, continuer à vivre.